Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de mon manga préféré, Naruto. Alors c'est un animé qui a marqué des générations, on aime ses combats, ses personnages, évidemment Naruto, le pire animé de l'histoire de la galaxie, et on va parler aujourd'hui, encore une fois, de toutes les erreurs scénaristiques de cette bouse innommable. Puisque oui, dès qu'on gratte un peu sur la surface de ce manga éclaté au sol, ce qui apparaît, c'est une espèce de gloubi-boulga scénaristique bourré d'incohérences, de retcon, de facilité d'écriture, qui au final ruine la crédibilité de son histoire absolument dégoûtante. Parce que oui, quand un manga ou un animé aussi claqué au sol dure aussi longtemps, il y a forcément des erreurs qui vont effectivement apparaître de ci de là. Mais le problème, c'est qu'on parle de Naruto, on parle d'une abomination scénaristique. Donc forcément, les erreurs, là, elles sont omniprésentes, souvent inexcusables, et elles détruisent complètement la logique de cet univers puant et pestilentiel. Et je suis là pour vous expliquer dans le plus grand des calmes, vraiment avec beaucoup de gentillesse, pourquoi Naruto, c'est pas très bien. Voilà, et effectivement, on dit que je suis un hater de Naruto, et c'est vrai, puisque là on va lister les 15 pires incohérences du manga et de l'anime Naruto, et les démonter une par une. Je vais pas me gêner les amis. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors déjà, on va commencer en beauté avec l'un des personnages préférés des fans de Naruto, Itachi Uchiwa. Alors, tout le monde aime Itachi sauf moi, mais c'est surtout que c'est un exemple parfait de l'incapacité de Kishimoto à gérer ses propres personnages. On nous dit qu'Itachi est un génie absolu, un stratège hors pair, quelqu'un qui a tout prévu des années à l'avance, sauf qu'il crève d'une maladie pulmonaire alors qu'il avait les moyens de la soigner. Génie du siècle, vraiment. Déjà, la raison pour laquelle Kishimoto lui a donné cette maladie est évidente, il était trop puissant pour que Sasuke le batte logiquement. Mais ce qui rend l'incohérence encore pire, c'est que le manga lui-même nous donne une solution évidente que même Itachi aurait dû connaître et utiliser pour se soigner, c'est-à-dire Izanagi. Pour ceux qui dorment au fond de la classe, c'est une technique Uchiwa qui permet de réécrire la réalité. Danzo l'utilise 17 fois contre Sasuke pour annuler ses blessures et même ressusciter après sa propre mort. Madara, lui, l'a carrément utilisé pour programmer sa propre résurrection bien avant sa défaite contre Hashirama. Et Itachi, il connaissait aussi Izanami, qui l'utilise sur Kabuto lors de la 4ème Grande Guerre Ninja. Mais malgré ça, il ne pense pas à l'utiliser, le Izanagi, pour se soigner. Ça n'a aucun sens. Si Izanagi permet de recréer son propre corps, pourquoi Itachi n'aurait-il pas pu se faire un corps lui-même sans maladie pulmonaire? Il pouvait littéralement réécrire la réalité et s'offrir de nouveaux poumons. Et même si on veut argumenter qu'Itachi aurait pu perdre un Sharingan en utilisant Izanagi, ce qui l'aurait affaibli, il faisait partie de l'Akatsuki, une organisation où Obito, aka l'usine à Sharingan ambulante, pouvait lui en fournir un autre sans problème. Et la seule explication qui tient vaguement la route, c'est que Itachi ne comprenait pas exactement ce qui le rendait malade. Mais c'est débile, car il savait comment prolonger sa vie grâce à des médicaments. Il savait que ses poumons étaient en train de lâcher et il savait qu'il ne lui restait pas longtemps à vivre. Mais utiliser Izanagi pour un reset complet, non, ce serait trop simple, mais pourquoi? En gros, Itachi est soit trop stupide pour penser à utiliser Izanagi, soit Kishimoto s'est encore une fois pris les pieds dans sa propre mythologie, et n'a pas anticipé les implications de ses propres concepts. Et le verdict sur cette incohérence, c'est que c'est éclaté au sol. Et c'est encore une preuve que les règles de l'univers de Naruto sont bien trop flexibles pour faire en sorte que tout ça puisse faire sens. Deuxième erreur scénaristique, pourquoi Kurama est-il Naruto? Parce que là, c'est une absence totale de cohérence, et c'est monumental, et ça concerne Kurama. Alors, si vous vous souvenez au tout début de Naruto, quand le démon renard à 9 queues était une créature maléfique, incontrôlable, et qui ne rêvait que d'une chose, c'est-à-dire s'échapper du corps de Naruto, et surtout semer la destruction, dans lequel il était enfermé, à l'époque, il n'y avait pas de « ouais, t'es mon pote, ouais, nanani, Naruto, mon meilleur ami ». Il n'y avait pas de complicité entre les deux, il n'y avait pas de « ouais, la force de l'amitié, nanani », il n'y avait pas de mode barillon non plus. Kurama était une force de la nature hostile, purement et simplement. Et pourtant, bizarrement, à plusieurs reprises, avant même qu'il ne devienne ami avec Naruto, Kurama, il l'aide. Et on se pose la question, pourquoi? Est-ce que Kurama serait un démon schizophrène? Puisque si on prend le moment clé qui illustre parfaitement le problème dont je vous parle, c'est-à-dire que Naruto tombe dans une crevasse mortelle et Kurama lui permet de convoquer Gamabunta pour la première fois du manga, c'est-à-dire que, vous vous rappelez, durant son entraînement, juste avant son combat contre Neji, qui avait raison, eh bien, à ce stade de l'histoire, Kurama n'avait aucune raison d'aider Naruto. Si Naruto meurt, Kurama est libéré. Et c'est exactement ce qu'il veut, non? Et c'est pas un cas isolé. Plusieurs fois, Kurama aide Naruto, alors que le plus simple serait de le laisser crever pour enfin être libre. Mais non, pour une raison qui défie toute logique, il choisit de sauver son geôlier, encore et toujours. Alors bien sûr, il y a une explication officielle à ce phénomène. On nous dit que l'énergie de Kurama fuit à travers le sceau des 8 trigrammes, et que Naruto y a accès automatiquement, mais même avec ça, il y a des moments où Kurama donne volontairement son chakra à Naruto, avant même qu'il ne soit allié. Et là, c'est plus une incohérence qu'une explication, parce que Kurama, avant de devenir le meilleur pote de Naruto, il ne pensait qu'à sa propre liberté. Pourtant, au lieu de laisser le trublion de Konoha
crevé, bah il lui file des boosts gratuits. Et c'est comme si un prisonnier aidait son geôlier à mieux fermer la porte de sa propre cellule. Ça n'a aucun sens. Au final, cette incohérence est horrible. Allez, erreur numéro 3, Madara peut utiliser Kamui, mais pas Obito. Pourquoi Madara peut utiliser le Kamui, mais pas Obito? Donc voilà. Je sais que bien souvent on va me dire ouais mais c'est explicable parce que c'est Madara. C'est l'excuse universelle de Kishimoto pour justifier n'importe quel non-sens, mais avec moi ça ne passera pas. Donc lors de la 4ème Grande Guerre Ninja, Madara devient donc le Jinchuriki de Jubi. Jusque là, ok, il est OP. Mais il y a un problème majeur, Madara peut utiliser Kamui alors que Obito ne le peut pas. Puisque Obito, vous le savez, a passé toute sa vie à utiliser Kamui, et il le maîtrise mieux que n'importe qui d'autre. Il utilise d'ailleurs plus que n'importe quel Uchiwa qui n'a jamais utilisé son Mangekyo Sharingan. Et pourtant, lorsqu'il devient lui aussi le Jinchuriki de Jubi, il perd la capacité d'utiliser Kamui. Et pourquoi? En fait, l'excuse donnée, c'est que Jubi contiendrait trop de chakra, ce qui empêche Obito de se téléporter dans la dimension de Kamui. Mais alors, pourquoi Madara, qui est lui aussi un Jinchuriki de Jubi, peut-il utiliser le Kamui sans problème? L'explication officielle, encore une fois, c'est que Madara est un meilleur Jinchuriki de Jubi que Obito. Donc voilà. Kishimoto nous balance ça sans justification, comme si ça suffisait à gommer l'incohérence. On est censé croire que Madara, qui récupère un œil qu'il n'a jamais utilisé auparavant, réussit à maîtriser Kamui en quelques secondes, alors que Obito n'a jamais pu l'utiliser sous sa forme de Jinchuriki, alors qu'il a passé sa vie à s'entraîner à utiliser Kamui. C'est totalement débile. Et si l'explication officielle c'est juste que Madara est trop fort, alors on n'est plus dans de l'écriture de scénario et de personnages et de cohérence, on est plus dans du fanservice forcé et irréaliste. Erreur numéro 4. Pourquoi Madara peut-il entrer dans la dimension de Kamui avec l'œil de Kakashi? Puisque, comme si l'incohérence précédente ne suffisait pas, Kishimoto en rajoute une couche. On sait que Kamui a deux variantes. L'œil de Kakashi permet de téléporter des objets et des attaques à distance, et l'œil d'Obito permet de se téléporter lui-même dans la dimension de Kamui. Et c'est justement pour ça qu'Obito est intouchable. Il peut rendre son corps intangible en se téléportant partiellement. Kakashi, lui, ne peut que créer des portails pour envoyer des trucs dans la dimension de Kamui, mais ne peut pas s'y rendre lui-même. Donc, comment Madara, avec l'œil de Kakashi, a-t-il pu se téléporter dans la dimension de Kamui? Et c'est pas Obito qui lui a donné un œil spécial, hein. C'est juste le Sharingan de Kakashi qui n'a jamais eu cette capacité. Donc ça n'a aucun sens. Et une nouvelle fois, l'explication c'est juste que Madara est trop fort. On est censé accepter le fait qu'il peut faire ce qu'il veut avec un pouvoir qui, en principe, ne peut pas faire ça et qu'il ne maîtrise même pas. Kishimoto nous balance cette incohérence en espérant que personne ne la remarque, mais il n'a pas compté au bon vieux Yajin-Alize, qui veille toujours au grain. Erreur numéro 5. Le bâton anti-mode ermite que tout le monde a oublié, sauf Bibi. Évidemment, puisque je pense que vous vous souvenez plus ou moins du vieux bâton magique capable d'annuler le mode Sennin, si vous l'avez oublié, vous inquiétez pas, Kishimoto aussi. Bon, petit rappel, lorsque Naruto s'entraîne au mont Myoboku, on nous explique que si un utilisateur du mode ermite absorbe trop d'énergie naturelle, il se transforme en statue de pierre. Pour éviter de ça, les crapauds possèdent un bâton spécial qui, en frappant quelqu'un, expulse toute énergie naturelle de son corps. C'est une arme anti-Sennin absolue, et si tu tapes quelqu'un avec, il ne peut plus utiliser ce mode. Et donc on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne l'a jamais utilisé contre Madara? Sérieusement, Madara est devenu un utilisateur du mode Sennin ultra cheaté, après avoir fusionné avec les cellules d'Hashirama, et c'est grâce à ce pouvoir qu'il a humilié l'Alliance Shinobi tout seul, et le problème c'est qu'avec un petit coup de ce bâton magique, Madara redeviendrait un humain normal. Et on sait tous que Gamabunta et Gamakichi sont toujours en activité. Pourquoi Naruto ne l'a pas utilisé? C'est littéralement l'arme parfaite contre Madara. Alors oui, peut-être qu'il fallait porter des gants pour éviter d'annuler son propre mode Sennin, mais sérieusement, personne n'a pensé à ça. Kishimoto a introduit une arme qui contre le mode Sennin, puis a décidé de ne plus jamais en parler au moment où elle aurait pu être la plus utile. C'est un oubli de scénario absolument magistral. Allez, erreur number 6, et c'est une erreur dont j'avais déjà parlé dans mes nombreuses vidéos sur les incohérences de Naruto, c'est le fait que on ne comprend pas pourquoi Danzo n'a pas essayé de prendre le pouvoir plus tôt. On sait tous qu'après la mise de côté de Tsunade, il en profite pour essayer de devenir Hokage en manipulant Mifune avec le Kotoa Matsukami. Mais pourquoi attendre autant de temps pour arriver à là? Sérieusement, après la mort de Hiruzen, Konoha était affaibli. Jiraiya ne voulait pas du poste, Tsunade était introuvable, et Orochimaru était en fuite. Et de la même manière, Kakashi n'avait pas encore la reconnaissance nécessaire pour devenir un candidat sérieux au poste. Et c'était le moment idéal pour Danzo. Pourtant, il fait rien. Il attend des années pour tenter un coup d'état, alors que le village était à sa merci dès le début du manga. Et l'excuse officielle, c'est que les Hyuga auraient pu détecter le Kotoa Matsukami et ruiner son plan. Mais Danzo est littéralement à la tête de la Racine, une organisation clandestine d'assassins et d'espions. Vous voulez me faire croire qu'il n'aurait pas pu éliminer quelques Hyuga gênants en douce? Erreur numéro 7, le plan de Madara était stupide. Donc là, on rentre dans les hautes sphères de la bêtise scénaristique. Le plan de Madara repose sur un pari insensé. Il doit mourir et espérer que Nagato, un gamin à qui il a à peine implanté son Rinnegan, utilise le Rinne Tensei pour le ramener à la vie. Plusieurs décennies plus tard, les mecs réfléchissaient 2 secondes. Madara meurt, espère que Nagato trouve
éprouve un jour un intérêt à la ressusciter, Nagato grandit sans jamais entendre parler de Madara, puis Madara parie que quelqu'un comme Obito viendra convaincre Nagato de le ramener. Ça n'a aucun sens. Mais en fait, c'est encore pire. Même si Nagato acceptait de ressusciter Madara, le Rinne Tensei ne le ramènerait pas dans sa forme jeune en fait. Rappelez-vous, lorsque Nagato l'utilise pour ramener les habitants de Konoha, ils reviennent exactement comme ils étaient au moment de leur mort. Donc Madara aurait dû revenir sous forme de vieillard sénile, branché sur le Gedomazo, incapable de bouger sans aide. C'est littéralement le pire plan jamais écrit, et le plus drôle, c'est que ce plan a échoué. Et c'était même pas grâce à Nagato que Madara est revenu, c'est grâce à Kabuto et à son Edo Tensei. Ça n'a aucun sens. C'est l'un des plans les plus crétins, les plus stupides de l'histoire de la fiction. C'est un truc de ouf. Et encore une fois, on n'a pas fini d'habiller Madara pour l'hiver. Erreur numéro Tmenia, Madara a mis tout son plan entre les mains de 2 enfants. Comme si son plan n'était pas assez bancal. Madara a en plus décidé de tout faire reposer sur 2 gosses. Il a, encore une fois je le répète, implanté son Rinnegan chez Nagato, en espérant qu'il l'utiliserait un jour pour le ramener, mais il a aussi laissé tout le projet entre les mains d'Obito, un gosse qu'il connaissait depuis 1 an à peine. Donc selon Madara, Obito devait survivre, il devait accepter son idéologie comme étant la sienne, il devait bâtir une organisation criminelle, il devait retrouver Nagato, il devait convaincre Nagato de ressusciter Madara, il devait exécuter tout ça parfaitement pendant plusieurs décennies d'affilée. Et ça fait beaucoup de si pour un mec censé être un génie du mal. Et le pire, c'est que Obito n'avait même pas prévu de ressusciter Madara. C'est Kabuto qui l'a ramené via Edo Tensei, et Obito a littéralement paniqué en voyant Madara revenir. C'est d'une stupidité monumentale, et ça montre bien que Kishimoto écrivait son histoire au fur et à mesure sans aucun plan clair. Erreur number 9, Naruto a raté l'examen de l'académie 3 fois, mais malgré ça, il a quand même le même âge que les autres. On en avait déjà parlé dans une de mes nombreuses vidéos pour cracher sur Naruto. Naruto, le cancre de l'académie, a officiellement échoué 3 fois à l'examen de graduation. Pourtant, il a le même âge que Sasuke, Sakura et même le reste de la Team 7. Logiquement, s'il a redoublé 3 fois, il devrait être plus vieux, non? Comme Iwabe dans Boruto, qui est plus âgé que ses camarades, puisqu'il a échoué plusieurs fois. Mais non, Naruto a miraculeusement raté 3 fois l'examen sans prendre une seule année de retard. Et l'explication supposée des fans, c'est que Naruto a été envoyé à l'académie plutôt que les autres, puisqu'il était orphelin et que personne ne pouvait s'occuper de lui. Mais ça n'a jamais été dit officiellement dans le manga. Donc encore une fois, c'est pas gravissime, mais ça prouve encore une fois que Kishimoto s'en fout des détails. Et donc vous passerez beaucoup plus de temps dans les commentaires à essayer de m'expliquer pourquoi finalement ça fait sens, que Kishimoto n'a pris d'efforts à essayer de faire en sorte que tout ça fasse sens. Bref, erreur numéro 10, personne ne réalise que Naruto est le fils de Minato. Alors là, on parle d'un chef-d'œuvre d'incohérence absolue. Konoha a littéralement vu Minato et Kushina mourir en protégeant leur fils, et personne ne fait le lien. Minato, c'est le seul Namikaze du village. Kushina est la seule Uzumaki du village. Kushina était enceinte et tout le monde savait qu'elle était la Jinchuriki de Kyuubi. Ensuite, pouf, un bébé apparaît, il s'appelle Uzumaki, et il a ce Jinchuriki scellé en lui. Mais non, tout le village tombe dans l'amnésie collective. Il aurait suffi juste d'un mec, un minimum observateur, pour dire, en fait, il y a un orphelin aux cheveux blonds qui s'appelle Uzumaki, qui a Kyuubi en lui, et qui a la même tête que le Yondaime. Bizarre, ça me rappelle quelqu'un. Sauf que, bah non, silence radio. Et le pire, c'est que cacher son identité à Naruto, ça n'a servi à rien. Il était déjà un Jinchuriki public. Tout le monde savait que Kyuubi était en Naruto. Et si on voulait vraiment protéger Naruto en disant, ouais, bon, on va pas dire que c'est le fils de Yondaime pour le protéger. Bah en fait, on aurait dû dire qu'il était le fils du héros du village. Il aurait été traité comme un prince, au lieu d'être un paria. Encore une fois, aucune explication logique à ce trou béant dans le scénario de Naruto. Allez, on revient à Danzo, et on se pose la question, dans cette erreur numéro 11, pourquoi Itachi n'a-t-il jamais tué Danzo? Donc, encore une fois, Danzo, c'est le mec qui a trahi les Uchiwa, qui a volé les yeux de Shisui, et qui a manipulé Itachi pour qu'il massacre son propre clan. Et pourtant, Itachi n'a jamais essayé de le tuer, alors que Danzo était le cœur du problème. Si Itachi avait simplement assassiné Danzo, les Uchiwa auraient pu négocier avec Hiruzen, il n'y aurait pas eu de coup d'état, mais non, au lieu de ça, Itachi tue Shisui pour éveiller son Mangekyo Sharingan et laisse Danzo en vie. Et le plus absurde, c'est que après le massacre des Uchiwa, Itachi continue de travailler pour Danzo pendant 1 an. Genre, ok, ce mec m'a manipulé et a tué mon meilleur ami, mais bon, hein, business is business. Ça n'a aucun sens. Alors que tuer Danzo n'aurait même pas déclenché de guerre. Il aurait juste permis à Hiruzen d'avoir le contrôle total du village. Hiruzen lui aurait dit merci. Ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est stupide à en crever la bouche ouverte. Allez, erreur numéro 12. Où est passée la capacité de guérison de Naruto? Puisque durant la 4ème guerre ninja, après avoir reçu le chakra de Hagoromo, Naruto se met à guérir les gens comme si c'était une divinité. Voilà, on l'appelle effectivement le ninja Jésus. Là, clairement, il porte son nom. Il recrée littéralement un œil entier pour Kakashi, et il sauve Guy de la mort après l'ouverture de la 8ème porte. C'est un pouvoir insensé, et pourtant, il ne l'utilise plus jamais. Pourquoi il n'a pas guéri son propre bras après son combat contre Sasuke? Pourquoi il ne s'en sert pas dans Boruto? L'excuse donnée, c'est qu'il a perdu le sceau du soleil après la guerre, mais le chakra de Hagoromo ne disparaît jamais complètement, et il garde le mode Rikudo et l'accès aux 7 affinités. Donc normalement, si on veut être logique, il aurait dû perdre le mode Rikudo. Donc pourquoi est-ce qu'il peut balancer des Rasengan géants, mais plus soigner qui que ce soit? C'est une grosse incohérence. Et même s'il aurait pu avoir une explication possible, elle n'a jamais été donnée officiellement, donc pour moi, c'est éclaté au sol. Allez, erreur numéro
13, pourquoi Obito n'a-t-il jamais essayé de capturer Naruto enfant? Donc Obito attaque Konoha la nuit de la naissance de Naruto, car il sait que le saut de Kyuubi sera à sa plus basse forme. Jusque-là, c'est logique. Mais après s'être fait humilier par Minato, il n'essaie jamais de récupérer Naruto, alors que c'était littéralement son plan de base. Pourquoi ne pas être revenu quand Naruto était encore un bébé sans défense? Jiraiya n'était même pas là la plupart du temps, les Hanbu, ils puent leur race, Hiruzen, il laisse déjà Naruto crever la datte dans la rue, il ne l'aurait certainement pas protégé efficacement. Tout ce qu'Obito avait à faire, c'était de l'enlever en Tsum Tsum et de le cacher dans la dimension de Kamui. Il aurait pu attendre tranquillement d'avoir réuni tous les bijoux pour ensuite extraire Kyuubi de Naruto. Mais non, il laisse Naruto grandir et devenir le ninja le plus pété de l'histoire. Et pire encore, pourquoi même avoir déclenché la 4ème grande guerre ninja? Obito savait qu'il pouvait utiliser Kinkaku et Ginkaku, qui ont du chakra de Kyuubi, pour compléter le Jubi. Alors, pourquoi aller chercher Naruto et Killer Bee, annoncer la guerre à tout le monde, forçant Naruto à s'entraîner et devenir encore plus fort, ou même se battre contre une armée complète, au lieu de simplement s'infiltrer et capturer les Jinchuriki en secret avec Kamui? Ce plan est d'une stupidité abyssale. Il n'avait aucune raison valable de ne pas capturer Naruto plus tôt. Bon, on a beaucoup parlé de Naruto, maintenant on va parler de Sasuke. Sasuke, ce petit chenapan, survit à des situations absolument impossibles. Le mec, il a un cheat code de survie intégré. C'est un truc de ouf. Il se fait écraser la trachée par Killer Bee, mais il est soigné en 10 secondes. Il se fait empaler plusieurs fois par le Raikage, mais bon, régénération miraculeuse, donc on s'en fout. Il survit au Jinton d'Onoki alors qu'il était en plein dedans, mais bon, il survit, on sait pas trop comment. Et il survit à Madara sans yeux alors qu'il était censé être mort. Et le pire dans tout ça, c'est son combat contre Deidara. À la fin du combat, Deidara se fait exploser lui-même avec une attaque qui raye littéralement toute la forêt de la carte. Sasuke, officiellement à sec de chakra, survit en invoquant Manda, le met sous Genjutsu et se téléporte dans une autre dimension avant que l'explosion ne le touche. Sauf que le problème, c'est que l'invocation de Manda coûte une quantité énorme de chakra. C'est du Kishiyose no Jutsu, c'est pas un truc que tu peux faire avec 2 unités de chakra. Placer un monstre sous un Genjutsu demande lui aussi une énorme quantité de chakra supplémentaire. Puis lorsque Manda prend l'explosion en pleine face, il meurt juste un peu brûlé alors que la forêt entière est atomisée. Donc Sasuke survit grâce à une manœuvre qui demande des tonnes de chakra alors qu'il n'en avait plus. Et même si bon voilà, Sasuke n'est pas étranger aux incohérences, là c'est juste ridicule. Et on va finir avec la dernière erreur, l'erreur numéro 15, c'est-à-dire pourquoi Jiraiya n'a-t-il pas été ressuscité par les Dotetsei? Kabuto dit qu'il ne peut pas ramener Jiraiya car son corps est au fond de l'océan, mais ça n'a aucun sens. Son sang est sur les bâtons noirs de Pain, son bras coupé n'a pas coulé et Amado dans Boruto réussit à créer un clone de Jiraiya 13 ans plus tard. Donc il y avait clairement assez d'ADN pour le ressusciter. L'Akatsuki a Kisame qui peut respirer sous l'eau en plus, et Konan a déjà prouvé qu'elle pouvait manipuler l'océan, donc ils auraient pu récupérer le corps. En plus, les ninjas ont des techniques d'invocation sous-marine et des jutsu de recherche. Trouver un cadavre dans l'eau ne devrait pas être un problème. La seule raison pour laquelle Jiraiya n'a pas été ressuscité, c'est que Kishimoto ne voulait pas lui donner une confrontation avec Naruto. Alors que tout le monde d'autre dans le manga a eu droit à son moment de finition d'arc avec un mort, comme Asuma qui est ressuscité pour que Shoji puisse effectivement faire le deuil, les Kage ressuscités pour que Sasuke et Naruto puissent effectivement faire leur deuil également, et avoir ce petit moment de, de fermeture de porte narrative, Mais Jiraiya, non. Naruto n'a pas besoin de revoir son mentor mort, apparemment. Voilà. Donc encore une fois, pure paresse scénaristique. Moi, j'aurais pu effectivement fermer les yeux s'il y avait le fameux à l'aune de la théorie, comme quoi Jiraiya serait vivant, mais selon toute vraisemblance, non, il n'a pas survécu, donc c'est une incohérence. Bon voilà, on va arrêter notre vidéo ici. Vous l'aurez compris, j'aurais pu effectivement continuer encore longtemps la vidéo. Donc là, je voulais juste dire à la fin, quand même, de cette vidéo, bon, ça peut paraître un peu hypocrite, mais bon, j'aime pas Naruto. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'ai dit en début de vidéo, ou même ce que je dis parfois, ouais, c'est le truc le plus éclaté de la Terre, évidemment que c'est pas le cas. Naruto est pour moi un manga médiocre, mais c'est loin d'être le pire. Pour moi, par exemple, un manga comme Fairy Tail est 10 fois pire que Naruto, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ne le prenez pas trop mal, considérez ça un peu comme une petite boutade, je plaisante, même si bon, effectivement, je n'ai pas beaucoup de respect pour l'œuvre de Naruto, j'ai quand même, j'ai pas forcément envie de manquer de respect aux fans de Naruto, parce que tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il a envie d'aimer, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires, là-dessus, il n'y a pas de souci, je le mérite bien, mais juste pour vous dire que je pense pas à mal, c'est juste pour rigoler. Ne le prenez pas trop mal, parce que je vois souvent dans mes vidéos sur Naruto, les gens le prennent vraiment super mal, quoi. Les gars, ils sont pas bien, quoi. Et je peux comprendre, parce que parfois, effectivement, lorsque je vois des gens critiquer des trucs que j'aime bien, parfois ça peut effectivement me faire du mal, et c'est pas forcément mon but. Moi, à la limite, Naruto, j'aime pas le manga, mais c'est quand même quelque chose qui fait partie de mon enfance, qui fait partie à tous de nos enfances. C'est un manga qui m'a marqué, malgré tout. C'est un manga qui, d'après moi, franchement, est vraiment très intéressant à décortiquer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est aussi une œuvre, lorsque je fais des vidéos là-dessus, ça fait des vues.
On va pas se mentir, je vais pas vous mentir, c'est aussi pour ça que je fais des vidéos sur Naruto, parce que ça marche bien. Donc voilà, je fais effectivement un peu le malin, mais bon, j'en pense pas moins non plus. Ne le prenez pas mal, je plaisante. À moitié, au moins à moitié, je plaisante à moitié. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et à la prochaine.